Chers amis de Renaissance traditionnelle, bonjour, le numéro 211 de votre revue est sorti des presses et sera bientôt dans votre boîte. Ah, bien sûr, il y sera si vous avez songé à renouveler votre abonnement, puisque, comme vous le savez, la revue est semestrielle avec deux numéros par an, l'un avant la fin du mois de juin et le second avant la fin du mois de décembre. Il n'est donc pas trop tard, il est même temps de renouveler votre abonnement et si vous le faites avant le 15 juin, vous recevrez avant la fin de ce mois le numéro 211. Dans ce numéro, vous allez d'abord trouver la fin d'un dossier que j'avais commencé il y a 2 ou 3 ans sous l'intitulé général Histoire polymorphe d'une triade complexe, colonne, pilier, chandelier. Vous savez, ces éléments matériels et symboliques qui structurent le fonctionnement des loges, quel que soit leur rite d'ailleurs, mais dont les origines, les sources ne sont pas toujours claires et malheureusement ont parfois donné lieu à des hypothèses assez aventureuses, sollicitant une cabale fantaisiste ou une alchimie de pacotille. Nous avons essayé, en retournant au texte fondateur, aux sources mêmes, aux sources textuelles de la franc-maçonnerie, de montrer les véritables origines de ces éléments et leur signification initiale. Et là, on termine avec la triade le soleil, la lune, le maître de la loge, dont les origines ne sont pas à rechercher dans les sources fantaisistes que j'ai mentionnées à l'instant, mais tout simplement dans l'iconographie chrétienne, et plus précisément, vous le verrez, c'est un article très richement illustré dans l'iconographie chrétienne de la Passion. Dans la section Varia, qui rassemble toute une série d'articles portant sur des sujets divers, d'abord vous verrez un nouveau volet de l'histoire de la loge de Joigny entre 1777 et 1880, sous la plume de notre ami Christian Levesque. J'ai souvent indiqué que l'histoire réelle des loges était une contribution majeure à la compréhension globale et fine de ce qu'est la franc-maçonnerie et une contrepartie indispensable à l'histoire générale qui décrit les grands mouvements qui ont agité la franc-maçonnerie au cours de son développement, l'histoire de ses institutions. Mais nous le savons bien, l'échelon de la vie réelle de la franc-maçonnerie, là où on peut en quelque sorte au-delà du mur du temps, saisir la main des frères et des sœurs qui nous ont précédés, c'est la loge. Donc cette documentation extrêmement riche sur l'histoire d'une loge de Joigny nous donne toute une série de renseignements extrêmement utiles. Vous trouverez également un autre article sous la plume d'un nouvel auteur, Fernand de Vaucelles, qui examine les relations entre la franc-maçonnerie et le théâtre à Londres entre 1720-1750, c'est-à-dire pendant la période fondatrice de la maçonnerie spéculative organisée, et ce, à travers l'œuvre d'un peintre qui était aussi franc-maçon, assez célèbre, puisqu'il s'agit de William Hogarth. Alors, on connaît un certain nombre d'œuvres de William Hogarth, vous savez, qui fut un témoin ironique de la société anglaise de son temps, en particulier ce fameux tableau intitulé The Night, la nuit, où l'on voit un vénérable passablement aviné tentant péniblement, à travers les rues de Londres, de trouver son chemin en s'appuyant sur un tuileur qui ouvre la route avec une lanterne. Eh bien, William Hogarth a donné un tableau vivant de la société anglaise de son temps, et c'est un éclairage extrêmement important pour bien comprendre le cadre, le contexte culturel dans lequel la première franc-maçonnerie s'est développée. Je vous propose également dans cette section des varias un article sur une approche entièrement nouvelle de ce texte fondateur que l'on ose à peine aborder tant il est illustre. Je veux naturellement parler des constitutions d'Anderson de 1723. L'un des problèmes que pose ce texte est de savoir qui l'a véritablement écrit. Alors, bien entendu, la partie historique des constitutions, qui représente environ la moitié de l'ouvrage, est indiscutablement l'œuvre quasi exclusive d'Anderson. En revanche, il y a eu un certain nombre de débats sur ceux qui ont écrit les devoirs et les règlements.
On cite notamment le nom de George Payne, qui est d'ailleurs à l'origine de la publication d'ensemble. George Payne, qui a été grand maître à Londres entre 1718 en 1718, puis en 1720. Entre les deux, en 1719, il y a Jean-Théophile Desaguliers. Et puis justement, Jean-Théophile Desaguliers, qui a en quelque sorte présidait le comité de révision qui surveillait la plume de James Anderson. Alors, on a formulé un certain nombre d'hypothèses sur la part que les uns et les autres, et en particulier ces trois personnes, avaient pu prendre à la rédaction de l'ensemble de l'ouvrage. Et là, des auteurs anglais qui ne sont pas maçons, mais qui se sont penchés sur les constitutions d'Anderson, appliquent un outil nouveau qui est la stylométrie. Alors, la stylométrie, on en a récemment entendu parler à plusieurs reprises dans ses applications judiciaires. C'est une technique d'analyse des textes qui, en quelque sorte, examine les caractéristiques stylistiques d'un texte écrit afin de déterminer son auteur si ce dernier est inconnu ou simplement incertain. Ils ont donc appliqué cette méthode aux constitutions de 1723. Je vous laisse découvrir les conclusions, mais vous verrez qu'elles sont intéressantes et assez surprenantes. Elles confirment certains points et puis elles lèvent peut-être une incertitude sur d'autres. Je pense notamment à la responsabilité de l'article 1 des Devoirs qui a fait couler tellement d'encre, et pardonnez-moi, mais écrire aussi beaucoup de bêtises, l'article 1 concernant Dieu et la religion, eh bien, l'analyse stylométrique permet de trancher définitivement, ou à peu près définitivement, sur l'identité de celui qui l'a écrit. Je vous laisse consulter l'article pour en avoir la surprise. Notre ami Philippe Langlais, qui est maintenant un auteur habituel de Renaissance traditionnelle, vous propose aussi un article extrêmement curieux sur les vignettes des tabliers, ça s'appelle comme ça, qui illustrent la première grande divulgation maçonnique française imprimée au XVIIIe siècle, Le secret des francs-maçons, qui fut publié donc à Paris en 1744. Vous verrez que simplement en examinant d'une édition à l'autre les variations du tablier qui illustre la page de couverture ou la page de titre, on découvre plein d'éléments extrêmement intéressants. Il y a également une autre section dans la revue qui s'intitule Francs-maçons du passé et que nous avons introduite pour mettre un peu de lumière sur les illustres inconnus de l'histoire de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire, vous savez, ces personnages dont on a entendu le nom, dont le nom est mentionné dans les histoires de la franc-maçonnerie, mais sur lesquels on ne s'attarde jamais beaucoup. Je vous propose, dans ce numéro 211, d'aller à la découverte des détails de la vie de Anne-Charles Sigismond de Montmorency-Luxembourg, premier baron chrétien de France, et surtout, pour nous, fondateur du Grand Orient de France en 1773, dont il fut l'administrateur général jusqu'à la Révolution, sous la grande maîtrise lointaine et discutable du duc de Chartres puis duc d'Orléans, qui, comme on le sait, périt sous le rasoir national en 1793 sous le nom de Philippe Égalité. Vous verrez que les détails de la vie du duc de Montmorency-Luxembourg sont extrêmement intéressants. C'est une vie même presque émouvante, mais elle est peut-être un peu éloignée de ce que certains pourraient penser de la vie et de l'action de celui qui indiscutablement a été le père fondateur du Grand Orient de France. Enfin, dans la rubrique sur les compagnonnages, notre ami Jean-Michel Matonnière nous propose d'aller à la rencontre d'un magnifique tableau compagnonique du milieu du XIXe siècle, et vous verrez que sous la plume de Jean-Michel, ce tableau révèle toute une série de secrets extrêmement curieux et intéressants. J'en profite pour vous signaler que le 31 octobre, le samedi 31 octobre 2026, nous organisons le 8e colloque du Cercle Renaissance traditionnelle. Ces colloques ont lieu tous les 2 ans, ils se déroulent à Paris, et il aura cette année pour thème
les légendes et les mystifications de l'histoire maçonnique. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Ce colloque sera placé sous la présidence d'honneur du professeur Pierre-Yves Beaurepaire et en vous connectant sur le site de Renaissance traditionnelle, vous pourrez très prochainement prendre connaissance du détail du programme, un colloque qui se déroule sur une journée, et surtout, vous pourrez vous inscrire parce que, et il faudra le faire assez rapidement, parce que lors du dernier colloque, le 7e colloque, nous avions enregistré plus de 180 inscriptions, ce qui était la jauge limite pour les locaux que nous devons utiliser. Donc soyez attentifs à l'arrivée des modalités d'inscription au colloque Renaissance traditionnelle. Voilà, je crois que vous savez à peu près tout. Il ne vous reste plus qu'à prendre connaissance du numéro 211, puisque vous avez d'ores et déjà renouvelé votre abonnement. Votre exemplaire est prêt. Il vous attend. À bientôt.